Bienvenue à un projet réussi sans chef de projet. C'est un peu le making-of du Agile Tour Montréal. Donc, pourquoi on fait cette présentation-là? C'est qu'à travers les années, on a vu émerger plusieurs pratiques, je dirais, agiles ou de gestion de projet. Puis on s'est rendu compte, ben coudonc, avec le temps, on se posait des questions sur hey, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre recette secrète? Puis on s'est dit, ben, peut-être que ce serait le temps de documenter tout ça puis de partager qu'est-ce qu'on a appris, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qu'on peut reprendre, qu'une équipe, même dans un cadre de travail normal, pourrait reprendre. Donc, bon, je me suis présenté plus tôt. Mon nom est François Permafette. Je suis chargé de projet, c'est Scrum Master. Je suis aussi responsable des opérations à Agile Montréal. Et également, j'ai fait partie du comité organisateur en 2015-2016 et également cette année en 2017. Bonsoir tout le monde, Jeanne-Estelle Thébault. Ça fait des années que je travaille en informatique, vous pouvez remarquer à mon âge. Ça fait aussi des années que je suis impliquée dans l'Agile Tour Montréal. En fait, je suis sur le comité depuis 2013, j'ai commencé à être bénévole avant ça. Donc, bien contente de pouvoir vous présenter nos pratiques. Bonsoir tout le monde, moi c'est Martin Goyette. Je suis organisateur de l'Agile Tour depuis 2011, qui est la même année qu'on a fondé Agile Montréal en tant qu'organisme à but non lucratif, dont j'administre aussi en tant que président d'Agile Montréal. Je suis coach Agile à Montréal, donc j'accompagne les entreprises pour la mise en place de l'agilité, pour leur enseigner aussi comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis, sans plus tarder, on va parler un petit peu de c'est quoi l'histoire de l'Agile Tour. Okay? Juste pour faire un petit recap sur c'est quoi l'Agile Tour. En fait, aujourd'hui, en 2017, on parle de 90 villes dans lesquelles il y a des Agile Tours à travers 35 pays. Donc, ça a commencé en 2008. La première édition de l'Agile Tour était uniquement française. Donc, c'était vraiment les villes françaises, une initiative qui avait été organisée par M. Patrice Petit. Donc, quelques villes en France pour dire, dans une même période de temps, on va faire une journée conférence pour promouvoir c'est quoi l'agilité, les pratiques, à ceux qui ne connaissent pas ça ou qui veulent se perfectionner. À Montréal, l'année d'après, tout de suite, ça a eu une visibilité mondiale. Donc déjà, à Montréal, on prenait le pli et certains autres endroits à travers le monde commençaient à copier ce qui avait été fait en France. Et évidemment, le but de l'événement, c'est pas de faire de l'argent. C'est vraiment de promouvoir les connaissances. Hein. Puis ça rentre directement en lien avec la communauté Agile de Montréal. Donc, c'est pour ça que depuis que la communauté Agile de Montréal a été fondée en tant qu'organisation à but non lucratif, on s'est porté garant de toujours s'assurer qu'un Agile Tour avait lieu à travers les années. Puis jusqu'à aujourd'hui, avec le succès qu'on lui connaît. Quand ça a commencé, évidemment, c'était plus petit, il y avait moins de monde parce qu'on s'était basé sur les années précédentes. Donc, on se rappelle qu'en 2009-2010, c'était pas Agile Montréal qui l'organisait. Donc, quand on a repris les rênes, on a repris un peu l'existant. On faisait ça au même endroit qui était à l'UQAM. Donc, on avait un partenariat avec la Chaire de gestion de projet qui nous aidait avec les locaux pour sauver des sous. Puis, on faisait ça sur Sherbrooke. Là, il y avait un pavillon sur Sherbrooke. Pour ensuite, quand on a commencé la croissance, là, on voit que déjà en 2012, on tombait à 500 personnes. Ça ne rentrait plus dans l'ancien pavillon. Donc, on est passé à Berry-UQAM, dans les souterrains. Là, je ne sais pas si vous connaissez l'Agora. Il y a la salle Marie-Gérien-Lajoie. Donc, on est passé là. Puis, on a passé quand même 3 années à cet endroit-là, jusqu'à ce qu'on atteigne encore une fois la capacité maximale de cet endroit-là, pour finalement se dire, bon, ben, OK, on veut encore grandir, hein, parce qu'il faut comprendre qu'à travers toutes ces années-là, on était toujours complet. Puis, à chaque année, il y avait toujours une liste d'attente de gens qui n'avaient pas pu avoir leur billet parce qu'on avait atteint la capacité maximale. Donc, nous, on se disait, OK, on va grandir en conséquence de cette popularité-là, en conséquence des gens sur notre liste d'attente. Puis c'est pour ça que quand on est arrivé en 2015, là, on a changé pour le Palais des Congrès, qui était un des seuls endroits à Montréal qui pouvait accueillir autant de personnes, jusqu'à 2016, où est-ce que là, on était au-dessus de 1000 personnes, puis 200 personnes sur la liste d'attente. Donc, ça augure quand même pour une nouvelle croissance en 2017.
Donc, une belle croissance, hein, qu'on peut voir à peu près 150 par année. Puis vers la fin, c'était des plus gros sauts encore qu'on pouvait espérer. Donc, plus de personnes, ça veut dire plus de dépenses, ça veut dire aussi plus de revenus. Donc, des budgets qui étaient conséquents. On voit au début, dans les premières années, quand on travaillait avec l'UQAM, on sauvait beaucoup de sous sur les locaux. Mais dès qu'on est arrivé au Palais des Congrès, il a fallu qu'on augmente le prix des billets, mais aussi en même temps, ça nous donnait des dépenses supplémentaires. Donc, on voit la progression qui est conséquente de ça. C'est vraiment, on voit la courbe beaucoup plus abrupte quand on arrive au Palais des Congrès. Ce qui fait qu'en 2016, on est arrivé avec un budget qui tournait autour de 150 000 $ pour l'organisation de l'événement. Donc aujourd'hui, c'est quoi l'Agile Tour? On parle de 1000 participants en 2016, le plus gros au monde. Hein? On parlait tantôt de 90 villes, donc à travers toute l'histoire des Agile Tours, dans l'histoire des Agile Tours, c'est en 2016, à Montréal, que le plus gros Agile Tour a eu lieu. À guichet fermé, encore une fois, à chaque année, comme je le mentionnais, c'est rendu un incontournable dans les technologies de l'information, mais c'est rendu plus gros que ça maintenant. L'agilité à Montréal est en effervescence, puis on se rend compte que des gens de d'autres industries, pas juste les technologies de l'information, mais ils s'intéressent à l'agilité, ils ont cette curiosité-là, puis l'Agile Tour est l'endroit de rendez-vous pour apprendre sur le sujet. J'avais oublié de mentionner ici, on parlait aussi de jours de fin de semaine. Je reviens sur la slide précédente parce qu'il y a une autre cause à effet qu'on voit avec le fait d'organiser ça la fin de semaine. Parce qu'à l'UQAM, étant donné qu'il y avait des cours la semaine, on faisait toujours ça des jours, des samedis, parce qu'on prenait les locaux des étudiants. Alors que quand on est passé au Palais des Congrès, là, on a pris le risque de faire ça un jour de semaine, en espérant qu'on conserverait nos fans du week-end qui viendraient pendant un jour de semaine. Puis, à notre grande surprise, on est allé chercher un nouvel auditoire, une nouvelle audience avec des gens de l'industrie professionnelle. Donc, vraiment, les entreprises qui payaient beaucoup plus leurs employés pour venir à notre événement. Donc, il y a aussi cette cause à effet-là sur la courbe du budget. Donc, un auditoire varié, hein? Puis des gens, autant des gestionnaires que des gens qui font de divers métiers qui viennent s'intéresser à l'agilité. Puis, pour nous donner une meilleure idée de c'est quoi, en fait, l'Agile Tour, on s'est dit, il n'y a rien de mieux que vous montrer un récapitulatif de l'année dernière, en 2016, ce qui s'est dit au Agile Tour, donc des témoignages des gens, dont moi, là, jugez-moi pas, là, je vais apparaître à l'écran. Donc, on regarde ça pendant quelques minutes, puis après ça, on continue. Pourquoi est-ce que tu reviens année après année? Apprendre pour mieux partager plus tard. Jusqu'à date, extrêmement emballant, beaucoup d'énergie, une communauté qui bouge. Le fait qu'on soit sold out, en ayant refusé des gens, on sent que les gens qui sont là sont vraiment contents d'être ici, puis ça amène beaucoup d'énergie, c'est vraiment le fun. C'est le plus gros du monde. C'est assez impressionnant. Nous, on était 300 dans les tout premiers, puis on est rendu 1000. It's been really busy. Lots of people here, so it's been good. Lots of questions. Super high energy level. People are really excited. It's been great so far. The venue is fantastic. The energy it's great. It's great to see the energy and all the interest. Beaucoup en termes d'échanges, beaucoup en termes de relationnel. On croise plein de monde, on a l'occasion de poser nos questions. Et puis aussi plein d'ateliers le fun. Ça nous dit que l'agilité est plus populaire que jamais et moins populaire que demain. Je veux dire, à chaque année, ça n'arrête pas de grandir. On est toujours impressionné. On n'en revient pas du succès que ça l'amène à chaque année. Mais pour nous, c'est comme une évidence que l'agilité, en fait, cette approche-là, c'est l'approche naturelle et normale
pour créer de la valeur puis bâtir de grandes choses. Alors moi ici, je viens pour tout ce qui est volet culture. Donc on parle de gestion de changement, comment embarquer nos leaders là-dedans, etc. L'événement est de plus en plus gros, de plus en plus impressionnant. À date, super impressionné, super contente. Donc, ça donne un peu un aperçu de l'événement, mais maintenant, allons voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'événement. Donc, on s'est fait poser la question par d'autres Agile Tours à travers le monde, par d'autres associations ou organisateurs d'événements à Montréal, de OK, c'était quoi notre secret de faire grandir un événement comme ça? Qu'est-ce qu'on fait de si spécial que ça? Bien, premièrement, puis je vais vous poser la question avant que vous lisiez la description de la conférence d'aujourd'hui, où on voit un peu le punch. Qui ici pensait que l'Agile Tour était organisé par une équipe bénévole qui fait ça à temps partiel? OK, une personne. OK, c'est bon. Ben oui, tous les gens qui font ça, c'est une équipe de passionnés qui font ça dans leur temps libre, sans structure formelle, donc sans org chart, sans plan officiel de projet, sans chef de projet, puis comme vous l'avez vu, en mesure de livrer un produit de meilleure qualité année après année. On augmente les revenus, on augmente le nombre de clients ou de participants. Puis ça commence avec l'équipe. Eh oui. Qu'est-ce que ça prend? Bien, ça prend une équipe. Tout à fait. On ne peut pas avoir d'Agile Tour sans équipe. Alors, la structure de l'équipe, comment on fait? Alors, nos équipes sont divisées par spécialité. On a les commanditaires, logistique, conférenciers, graphisme. Pensez-y, n'importe quoi qui devrait faire partie, monter un événement. On a des équipes là-dessus. On a un rôle de leader par équipe. Puis là, on est en train d'évoluer, parce qu'à chaque année, on évolue. Donc, cette année, on a évolué ça en rôle de product owner. On a un chef ou un co-chef qui, en fin de compte, qui s'occupe de démarrer l'événement, de mettre les comités en marche, et qui, en fin de compte, est là pour les scrums de Scrum. Puis pensez-y, là, on parle des équipes de bénévoles. C'est quoi? C'est des passionnés d'agilité. Ce n'est pas des spécialistes des domaines, ce n'est pas des spécialistes d'organisation d'événements. Les membres des comités développent leur entreprise en se mettant les mains à la pâte, en livrant des choses. Donc, que ce soit marketing numérique, webmaster, etc., par essai-erreur, on s'améliore. Donc, des fois, quand vous dites le site web, ben oui, il faut qu'on s'améliore, mais à chaque année, on s'améliore. La structure de l'équipe a évolué. Bien entendu, quand on a commencé, plus petit événement, on avait besoin de moins de personnes. Mais très vite, comme vous voyez, bien, on est arrivé à une équipe d'à peu près une douzaine et demie de personnes pendant longtemps. L'an passé, gros boom, beaucoup plus de monde, 2 douzaines. C'est un peu normal, là, on atteignait le 1000 participants, ça a l'air de rien, mais ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de partenaires à aller chercher. On a besoin de plus d'argent pour ne pas augmenter trop le prix du billet. Pensez-y pour le gros événement que c'est. Hein, on a 2 keynotes, on a 8 tracks de conférenciers de front. Puis ça coûte quand même en bas de 200 $ à peu près. Hey, pensez-y, là. Quel autre organisme à Montréal offre ça? La raison, oui, c'est parce qu'on est des bénévoles, puis aussi parce qu'on travaille beaucoup à avoir des entreprises qui nous donnent un peu d'argent pour permettre de maintenir les prix des billets bas. Je vous disais, les équipes ont évolué. Cette année, hey, on est des équipes orientées clients. Ah oui, au lieu de dire marketing, nanana. Non, on a dit, nos clientèles, c'est quoi? On a les participants, les conférenciers, les partenaires et le palais. Là, on dit, le palais? Oui, c'est parce que ça, c'est quand même un palais des congrès, c'est une bébite à gérer. Hein?
Il y a toujours des choses. Dans un projet, tu as toujours, tu as comme un cas, là, vraiment, un département à gérer qui prend ton énergie. Fait que, on a pris le palais, puis le palais, on a une équipe qui s'occupe du palais. Donc, c'est ça. Et pour chacune de ces équipes-là, il y a des product owners qui se rencontrent, donc, comme des scrums de Scrum. Fait qu'en fin de compte, là, on essaye ça cette année, là. C'est une évolution de notre structure d'équipe. On va vous dire comment ça va marcher l'an prochain, mais jusqu'à présent, là, les gens qui étaient dans les équipes précédemment, ils disent « Hey, là, c'est vraiment, on aime ça cette année. » Parce que justement, c'est vraiment les gens prennent en main. Je m'occupe de conférenciers, je m'en occupe au complet. C'est pas à un moment donné, poster sa conférence, je donne ça à l'équipe numérique. Non, 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 non. Je m'occupe du conférencier de A à Z. Donc, jusqu'à présent, ça va bien, c'est super. Recette secrète de les structures d'équipe, hein? On se rappelle? Là, on n'a pas engagé des gens, puis on leur donne un salaire, puis s'ils ne viennent pas, ils ne sont pas payés. On est des bénévoles, OK? C'est des équipes organiques. Les membres, ils choisissent les groupes où ils veulent aller, dépendant de leur intérêt, puis les dossiers aussi sur lesquels ils veulent travailler. Mais on est des équipes, puis on est des gens responsables, on est des gens engagés. Fait que bien entendu, il y a des fois des tâches un peu moins intéressantes, mais on s'organise pour qu'elles soient faites. Là, vous me dites, quelle tâche? Regardez, on parlait de conférenciers, là. On a plus d'une 60aine de propositions de conférences par année. Donc, l'équipe de programme, qui maintenant s'appelle l'équipe conférencier, elle doit faire une sélection. Et après, on annonce aux gens qui ont été sélectionnés qu'ils le sont, mais il y a quand même des gens qui ne sont pas sélectionnés. C'est toujours triste, hein, quand même, d'annoncer ça. Puis des fois, c'est des gens que tu connais, mais c'est une job, puis il faut la faire. Puis on la fait. On la fait professionnellement. Donc, en fait, on est des bénévoles, mais on met quand même notre 110 % pour y aller de façon professionnelle. Et il y a place à l'initiative et au leadership de chacun. Ce n'est pas quelque chose de contingenté, justement. Le seul objectif qu'on a, c'est qu'on a un super bel événement à livrer en novembre. Là, c'est le Graal. Comment on y arrive? Bien, toutes les équipes, puis les membres dans leurs équipes s'arrangent pour y arriver. Petite question? Non? Défis et solutions. Hein, vous me dites, OK, c'est super, là, les lunettes roses. Ben non, on va dire, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? À chaque année, on a des défis et solutions. Mais il faut y avoir des solutions. Disponibilité. Hey, bénévole. Tu es là, tu es bénévole, hey, moi, je veux participer à l'Agilto, qu'est-ce qui arrive? Tu es quand même quelqu'un, déjà, quelqu'un qui s'implique et tout. Hey, potentiellement, il est bon partout. Tu as une promotion. Fait que là, tu as moins de temps pour l'événement. Ou tu as un bébé. C'est tout des faits vécus, là. L'important, c'est d'aviser les autres pour qu'on redistribue les cartes. Puis, il ne faut pas abandonner les dossiers. C'est vraiment important. Pensez-y, on parlait de l'équipe. Ce n'est pas des individus qui font des choses puis qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qui va se passer puis ils n'osent pas dire que... Non, non. La vision, c'est l'événement, puis tu t'arranges pour l'instant, là, vraiment, là, je déborde. OK, d'autres personnes dans l'équipe vont aller les aider. Les compétences. Encore, on n'engage pas des spécialistes marketing, puis tout ça. Fait qu'il faut faire preuve d'humilité. Il faut dire, oui, c'est vrai que le site web, OK, on va s'améliorer. Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un coup de main? On apprend des autres. Tu sais, il y a des gens qui disent, oui, mais je ne sais pas comment sélectionner des conférenciers. C'est quoi les critères? Les anciens expliquent les critères, puis les autres disent, OK, c'est vrai, ces critères-là, ça a de l'allure, je vous comprends. Et chaque personne, à ce moment-là, croit, évolue. Reste aussi l'intérêt. Qu'est-ce qu'on dit? Ce n'est pas des spécialistes. Tu es quelqu'un là, de fondamentalement passionné en agilité, mais tu te rends compte que monter un événement, ce n'est pas ta tasse de thé.
Fait qu'à un moment donné, il est préférable que tu dises non, je pense que je ne peux pas vous aider que d'être un boulet pour une équipe. Tu sais, quelqu'un qui est tout le temps en train de chialer, de gna gna gna. Non, on n'a pas besoin de ça, là. On est des bénévoles, on a quand même un temps restreint à passer sur un projet, il faut que ça roule. Fait que dans certains cas, il vaut mieux quitter l'équipe que de laisser ça polluer. L'organisation du travail. Oui, donc on a vu comment, comme équipe, quelle était un peu notre structure organique. Maintenant, voyons c'est quoi, quels sont nos trucs, les outils, comment on coordonne tout ça. Bon, bien, premièrement, un aspect super important, c'est la visibilité, la transparence du travail à faire. Donc, on a un tableau qui contient toutes nos tâches et dossiers qui est visible à tous. Étant donné qu'on travaille pas mal en mode virtuel, donc on utilise un tableau électronique. Dans ce cas-là, c'est Trello. Il y a plein d'autres outils. Oui, ça serait le fun si c'était un board avec des post-it, mais quand on est disséminé un petit peu partout, rive sud, rive nord, centre-ville, donc un point clé dans l'organisation du travail. Puis c'est pas seulement, on mentionnait, on était brisé en petits comités, mais dans ce cas-là, c'est tout le travail de tous les comités est disponible en un seul et même endroit et est visible à tous. Et puis en plus, on a la possibilité avec les vues de voir, OK, qu'est-ce qui se passe pour tel comité? On filtre seulement les cartes du comité en charge des commanditaires, par exemple. À l'intérieur de ce tableau-là, comment on l'organise? On met le focus vraiment sur la portée du travail et les priorités. Premièrement, pour la portée, comme je mentionnais tout à l'heure, on va le diviser par secteur d'activité, puis même dans certains cas, il va y avoir des interdépendances entre les groupes. Exemple, spécification des salles de conférence qui vont autant impacter les gens en charge du palais des congrès que ceux qui sont en charge des conférenciers pour gérer les relations et les besoins. Donc, à ce moment-là, on tague la carte aux deux équipes, puis souvent, ça va être un membre de chacune des équipes qui va prendre la balle et la responsabilité de synchroniser avec les autres. Également, en termes de priorité, on va toujours avoir une liste de tâches ou de dossiers qui sont à être faits sous peu, en cours ou urgents, qu'il faut régler au plus vite possible, ce qui donne la visibilité à tous. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est comment on gère un peu ce backlog-là. C'est les membres de l'équipe. Il n'y a pas une personne qui met les tâches puis qui les assigne. C'est vraiment le backlog, il appartient à tout le monde. Il est maintenu à tout le monde. On mentionnait le rôle de PO, mais malgré tout, je veux dire, il n'y a pas seulement le PO qui a le droit de créer des cartes et de les mettre sur le tableau. Donc, vraiment, chaque membre de l'équipe peut s'exprimer, peut amener ses idées, puis même rajouter des nouvelles initiatives. Également, c'est super intéressant, puis encore là, peut-être faites le parallèle avec vos environnements de travail. Dans ce cas-là, les membres des équipes qui n'ont pas été assignés à leur équipe, puis ils ont choisi de travailler pour une équipe en particulier ou sur un dossier en particulier, puis après ça même, c'est eux qui vont choisir leurs tâches, leurs dossiers, en fonction de c'est quoi leurs intérêts, leurs aptitudes, ce qu'ils ont envie de faire. Donner un exemple, première année où je me suis impliqué, je me suis lancé, je disais, OK, j'ai jamais fait de marketing de ma vie, je m'en vais dans le groupe marketing, puis je vais apprendre c'est quoi du marketing. Également, ce qui est comique, puis cette conversation-là a eu lieu même la semaine dernière, avec des nouveaux membres du comité qui sont un peu moins habitués à travailler dans ce mode-là, là, ils disent OK, ils regardent un peu les anciens, ils disent OK, c'est quoi mes tâches, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Regarde sur le tableau, prends-toi une tâche, fais ce que tu veux. Ça laisse les gens un peu décontenancés au départ, mais c'est un peu le mode d'opération, puis qui rend ça peut-être intéressant pour tout le monde, puis qui laisse vraiment l'initiative émerger. Donc, ce qui fait en sorte que le travail est un peu autogéré et les gens prennent la responsabilité. Même les tâches moches se font. Puis ce qui est intéressant, en plusieurs années d'expérience sur Agiltour, il n'y a jamais de tâche qui tombe à terre. Il y a toujours quelqu'un qui va la ramasser d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être le fait qu'on soit organique, motivé, puis que ce soit visible à tous. Toujours là, il y a quelqu'un qui est là pour proposer son aide, puis aider à compléter un dossier. Votre outil que vous utilisez permet de voir les tâches qui ne sont pas encore assignées, donc quelqu'un automatiquement les fait. Exactement. Donc oui, tout à fait. Les tâches non assignées sont visibles, fait que n'importe qui peut aller la prendre, se mettre dessus, puis dire OK, moi je vais travailler là-dessus. Puis souvent c'est ce qui va arriver. On va dire OK, il y a tel dossier à prendre. Il faut par exemple
je ne sais pas, publier l'appel au conférencier ou un appel au commanditaire. Qui veut préparer le document puis mettre ça en ligne? Bon, une ou deux personnes disent « OK, il lève la main, OK, on travaille ensemble. » Et puis, on attaque ce dossier-là. C'est plus un board Kanban qu'avec des sprints, tout ça, des livrables. Oui, on va parler un petit peu plus tard de comment on adresse le fait agile. Puis c'est une excellente question. On dit, ouais, c'est ça, monsieur coach agile, madame Scrum Master, avec plein de certifications. Est-ce qu'on est les kings de l'agilité? On va voir. On va voir. Mais c'est intéressant. C'est un laboratoire intéressant, puis on en parle un petit peu plus tard. Peut-être que vous allez comprendre le temps, mais je veux savoir comment vous assimilez le temps requis pour réaliser cette tâche, s'assurer que ça arrive dans le temps, avec les interdépendances des tâches et tout ça. Comment vous gérez ça? Oui. La gestion des échéanciers, bien, ça vient un petit peu aussi avec la gestion des connaissances et le fait que l'événement atteint une certaine maturité. Donc, il y a toujours des jalons très importants dans l'année, puis le fait, les membres qui retournent dans le comité vont être au fait de dire, OK, les priorités selon le mois de l'année vont être, par exemple, OK, là, il faut ouvrir la billetterie, il faut publier qui vont être les keynotes, il faut que le site web soit publié. Donc, on a des dates ou des milestones rough qui sont établis et qui, je veux dire, sont suivis, puis peut-être les plus anciens vont aider à faire comprendre que, OK, ça, c'est les dossiers qu'on doit traiter en urgence, tout en sachant qu'il y a une date précise qui est fixée, qui est l'événement lui-même, qui arrive toujours quelque part en novembre, puis la planification va se faire un peu en reculons à partir de cette date-là. Ensuite, le gros défi d'une équipe bénévole qui fait ça en dehors de ses occupations régulières, c'est de dire, OK, comment on se rencontre, comment on se coordonne. Donc, typiquement, un peu comme n'importe quelle bonne équipe virtuelle, ça commence avec 1 ou 2 rencontres en personne pour mettre un visage devant un nom, faire connaissance, mais par la suite, plus de 80% des rencontres vont se faire par vidéoconférence. L'outil qu'on utilise, c'est Google Hangouts. Ça pourrait être Skype, ça pourrait être un autre. Dans ce cas-là, l'outil est plus ou moins important avec, puis encore là, la pratique qui est sortie ou le pattern qui est sorti, mais qui n'est pas coulé dans le béton, c'est des rencontres aux 2 semaines qui, historiquement, duraient 1 heure, puis même avec le temps, on a un peu le syndrome, OK, trop de meetings, trop d'emails, on essaie de réduire la durée pour être vraiment le plus efficace possible. Et puis également, on va tenir des Scrum of Scrum ou des rencontres inter-équipes pour vraiment toucher les dossiers un petit peu plus clés et aussi les interdépendances entre les groupes. Puis, ce que l'on fait, même avant, on avait le concept de lead par équipe qui faisait partie de ces Scrum of Scrum. Puis même encore là, on s'est challengé entre nous pour dire, ben là, pourquoi? Là, ça fait un petit peu hiérarchique d'avoir un lead qui formellement rencontre les autres leads. Fait qu'on est en train de faire émerger une pratique où ça peut être n'importe quel membre de l'équipe, tant que chacune des équipes est représentée, qui peuvent se coordonner entre eux. Comme ça va aider aussi à donner une visibilité plus grande à chacun des membres de l'équipe, à l'ensemble du projet, pas seulement sur le dossier ou le secteur où ils sont. Puis, ce qui est intéressant quand on travaille en équipe virtuelle, c'est que théoriquement, à la limite, on pourrait organiser l'Agiltour Montréal de Québec ou du Vietnam ou ailleurs dans le monde. Étant donné qu'une bonne partie du travail se fait à distance, la majorité des rencontres se font à distance. Même dans le passé, on a eu le lead du comité organisateur qui, en plein milieu, je pense, de l'été, a déménagé en Californie. Il a continué de s'impliquer jusqu'à la fin. Il était là physiquement à la journée même. Mais bon, on n'a quasiment pas vu juste qu'il faisait soleil chez lui quand on se rencontrait à chaque soir. Oui? Pour le Scrum of Scrum, est-ce que vous avez un tableau pour l'ensemble des comités? Je reviens. Un tableau. Un tableau pour tout le monde. Fait qu'on revient toujours à ce même tableau. Puis c'est sûr, le Scrum of Scrum, on va regarder, OK, c'est quoi la colonne? Ça c'est le tableau de cette année en date d'il y a peut-être 1 ou 2 jours. Assez vite, il va y avoir une colonne urgent qui va émerger plus le projet avance. Puis souvent, le Scrum of Scrum, on va regarder c'est quoi les urgents, ce qui est urgent, ce qui est bloquant, là où les gens ont besoin d'aide.
c'est ça. Si je reviens sur nos rencontres à distance, puis même, je parlais, on avait un membre en Californie, puis même l'année passée, pour une bonne partie de l'année, quelqu'un de Sherbrooke a décidé de s'impliquer dans l'équipe. Il était venu la première fois en personne, puis par la suite, ben, on le voyait par vidéoconférence, mais lui a participé à l'organisation de l'Agile Tour de Montréal à partir de Sherbrooke. Ensuite, en termes de communication, on parlait, OK, c'est quoi nos meetings? Mais bon, on se rencontre une fois ou 2 semaines, ça 1 heure, puis on veut réduire la durée, bien, ça avance pas vite des dossiers si ton seul travail, c'est là. Bien, une bonne partie du succès de l'équipe, c'est que tout le monde travaille en continu, bien, ils communiquent en continu pendant, avant, après les rencontres. Les dossiers, les tâches progressent quand les gens ont du temps. Donc, ça peut être le matin, le midi, le soir, la nuit, la semaine, le week-end. Chacun a ses patterns. Moi, par exemple, quand même, bon, ben, j'ai un day job, j'ai des jeunes enfants, d'autres activités avec la famille. Fait que le moment que j'utilise, c'est je prends le train pour aller travailler. Bien, souvent, dans le train, sors le laptop, fais avancer quelques dossiers, fais quelques communications, mets à jour un site web. Puis, il va y avoir autant de, mettons, ça c'est un de mes patterns, bien, autant de patterns qu'il y a de membres dans l'équipe. Mais ce qui est clé là-dedans, c'est la communication en continu. On a été coupable dans le passé, comme on disait, on parlait tantôt, trop de meetings, mais aussi trop de emails, peut-être des fois des pratiques qui ressortent aussi en organisation. Puis ce qui a émergé, surtout cette année, c'est l'utilisation, dans le fond, de forums ou de chats en continu. Bien sûr, l'outil présentement que je pense que tout le monde utilise est Slack, donc on utilise Slack également. Puis encore là, ça donne beaucoup plus de visibilité. Un courriel, c'est pas évident, même si on essaie de garder en copie les membres du comité, de garder tout le monde au courant. Slack, encore là, comme avec notre tableau, c'est visible à tous. Donc, toutes les communications de toute l'équipe sur tous les dossiers sont visibles à tous. Ce qui fait en même temps une énorme base de connaissances qu'on peut rechercher, puis n'importe qui, n'importe quand peut voir qu'est-ce qui se passe dans n'importe quelle équipe. Par curiosité, qui n'est pas familier avec Slack? OK. Allez voir Slack, ça va changer votre vie. Je veux dire, même la plupart, ce qui est intéressant, c'est que ces pratiques-là, c'est un mix. On vient de différents milieux, de différentes industries, différentes disciplines. Fait qu'on a des outils qu'on a essayés au travail, mais là, chacun amène un outil, une idée, puis là, après ça, on dirait ça se mélange, puis on ramène ça dans nos milieux de travail. Donc, Slack, c'est un exemple que plusieurs personnes dans l'équipe utilisaient à leur travail, qui ont ramené. Puis, des nouvelles personnes dans l'équipe n'étaient pas au courant, commencent à l'utiliser sur le projet, ramènent ça dans leurs équipes après. Puis ça nous a permis de diminuer quoi? 90% le nombre de courriels, puis peut-être plus. Puis on dirait plus l'événement avance, plus le nombre de courriels augmente. Là. On a sauvé plusieurs courriels avec ça. Puis encore là, c'est beaucoup plus rapide comme interaction. Donc, gros avantage à utiliser un outil de communication en continu. Donc, si on fait le sommaire, c'est quoi notre recette secrète en termes d'organisation du travail? Bien, visibilité, transparence des tâches. Les gens choisissent leurs tâches, choisissent pas juste leurs tâches, mais leurs dossiers. C'est pas comme j'arrive devant le tableau Jira le matin, puis OK, j'ai le choix entre 2 tâches d'une story. Là, c'est totalement ouvert. Tu choisis sur quoi tu travailles. Une tâche en cours peut être reprise par n'importe quel membre de l'équipe à tout moment, comme on mentionnait tantôt, des fois, les disponibilités, les vacances, les changements dans la vie font en sorte que quelqu'un n'est pas capable de mener une tâche du début à la fin. On minimise le nombre de réunions, puis on maximise la communication en continu. Donc, ça, ce sont les outils qu'on utilise pour se coordonner, mais on doit le faire à partir on doit savoir quoi faire. Fait que maintenant, on va voir comment on a pu développer une base de connaissances année après année pour toujours, je dirais, maximiser l'expérience autant des organisateurs que des participants. Gestion des connaissances. Ça prend des connaissances pour organiser un événement. Peut-être des gens étaient surpris, disaient « Wow, mais comment vous faites? » Parce que l'événement grossit, puis comment vous gérez vos échéances. Mais il y a des vieux de la vieille, là. Puis aussi, bien, il y a des leçons apprises.
On fait des leçons apprises à chaque année. Là, j'ai pris celle de 2015, je la trouvais vraiment jolie. L'an passé, on a utilisé plutôt un chiffrier. Donc, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Fait que ça fait moins joli, là, mais c'est quand même très pratique. C'est entre autres depuis 2016 avec qu'est-ce qu'on devrait améliorer? C'est qu'on devrait réduire le nombre de courriels. Puis là, on a utilisé Slack. Ça vient de notre leçon apprise de 2016. Gestion des connaissances, c'est la clé de la croissance. Hein? On a des nouveaux membres à chaque année. C'est évident que, je veux dire, il y a des gens qui disent « OK, je me suis impliqué cette année, l'an passé, mais cette année, nouveau travail, nouveau contrat, nouvelle responsabilité familiale, je ne peux pas m'impliquer. » Fait qu'il y a quand même un roulement de membres à chaque année. Donc, à chaque année, il faut impliquer des nouvelles personnes. Les anciens sont là pour un peu essayer l'information d'un sous-comité à l'autre, mais aussi, je veux dire, tous les formulaires, les standards de courriel, de messages qu'on envoie, que ce soit pour recherche de keynote, recherche de conférenciers, tout ça, ces informations-là, sont sur Google Drive. Donc, d'année en année, ça peut être réutilisé. Hey. Le bon de commande au traiteur, le bon de commande des services audiovisuels, toute cette information-là, on ne part pas d'une page blanche. La nouvelle personne qui dit « OK, on va commander de l'audiovisuel », c'est quoi? Elle a le bon de commande de l'an passé, puis elle a aussi les leçons apprises qui dit « Ah, dans les salles d'atelier, il faudrait faire telle chose. » Voilà. Fait qu'elle peut tout de suite s'ajuster. Fait qu'on ne démarre pas de zéro à chaque année. On bâtit sur ce qu'on a fait les années précédentes, puis on s'améliore continuellement. Puis, quand des nouveaux arrivent, qu'ils arrivent avec une pensée, puis dire, pourquoi on ne ferait pas ça? Why not? C'est fantastique. On accueille le changement. Fait que la base de données centralisée, disponible à tous, encore un peu comme Trello, c'est centralisé, c'est disponible à tous. On n'a pas à dire, qui l'a mis où? Tout le monde y a accès. Fait que ce qui fait que, d'année en année, 2011, il y avait un petit peu de connaissances, parce qu'avant ça, ce n'était pas Agile Montréal qui l'avait organisé. Fait que là, 2011, 2012, tout ça, d'année en année, on a de plus en plus de connaissances. C'est évident qu'il y a des choses qu'on a comme des classeurs qu'on a laissé tomber, parce qu'en passant au Palais des Congrès, il y a des choses qu'on ne fait pas. À l'UQAM, il fallait qu'on commande des tables puis des nappes. On n'a plus besoin de les commander. Ce n'est pas tout à fait vrai, on a des nappes à commander, mais on n'a plus à commander des tables. Mais pour le reste, je veux dire, il y a de plus en plus d'informations qui se maintiennent et qui s'échangent d'individu à l'autre. Puis ça, je suis sûre que les individus qui ont fait partie de l'événement, d'organiser l'événement, qu'ils arrivent dans leur travail à avoir organisé un événement, ou qu'ils arrivent dans une autre organisation, ils ont un bagage, ils ont appris des choses avec nous. Puis la place de l'agilité dans tout ça, on est quand même Agile Montréal. C'est beau, hein? Pour moi, ça sonne magique, de la manière qu'on en parle, que tout ça, ça s'organise par des bénévoles de cette manière-là. C'est incroyable, hein? En fait, comment l'agilité elle a un lien dans tout ça, là? Il y en a qui nous disent, est-ce que vous faites du Scrum ou du Kanban? On ne faisait pas vraiment de Scrum, puis on ne faisait pas vraiment non plus du Kanban. Fait qu'on faisait quoi, dans le fond? On faisait ce qu'il fallait qu'on fasse. Puis est-ce que c'était important de vraiment brander ça, Scrum ou Kanban? Non. On a travaillé de la manière qui fonctionnait pour nous. Puis encore plus important, on travaillait d'une manière qui a changé à chaque année. Donc, on a adapté nos manières de travailler, on les a améliorées à chaque année, puis on essaye, puis on ose explorer d'autres manières de travailler à chaque année dans le but d'être de plus en plus efficace. Mais c'est sûr qu'on s'en est inspiré. Il y a des pratiques qui sont intéressantes dans ces modèles-là, dans ces outils-là. Donc, c'est sûr qu'on en a pris plusieurs. On voyait le tableau tout à l'heure qui ressemble beaucoup à un tableau Kanban.
des rencontres aux 2 semaines, avec la notion d'itération. Donc, c'est sûr que ça nous a inspiré, mais je pense que l'essentiel du succès de l'organisation des Agile Tours, ça relève vraiment dans la culture, dans la manière dont les gens étaient, dans leur manière d'être, quand ils sont arrivés pour dire « Hey, on veut faire un Agile Tour avec vous ». Puis là, je ne vais pas nous ressortir le manifeste Agile, là. On l'a vu assez souvent, là. Mais on se rappelle que ce qui est essentiel, c'est les gens, leurs interactions, beaucoup plus que les processus. Là, on envoie des processus, mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Les gens, on sous-estime la puissance et la force de gens qui sont motivés. Hein? Un des principes forts et importants dans l'agilité, c'est la motivation. Si quelqu'un est motivé, il va accomplir des miracles. Donc, imaginez une équipe de personnes motivées, bénévoles, qui donnent de leur temps pour un objectif comme le Agile Tour. Donc, on se concentre sur le produit, le focus est sur la portée, sur des objectifs, on se donne des jalons. On ne regarde pas le budget, c'est à la limite secondaire. On se fait un budget au début, on le suit de temps en temps, mais la motivation des gens et les discussions quotidiennes ne sont pas dirigées par le budget. Ils sont vraiment dirigés par des objectifs, comme l'ouverture de la billetterie. Ça, c'est motivant. C'est quoi le travail qu'il faut que ça soit fait pour ça? Puis on laisse les gens s'auto-organiser autour de ça. Donc, le principe d'équipe autogérée qui s'organise elle-même pour dire « il faut ouvrir la billetterie, il faut faire un appel aux conférenciers », c'est de leur faire confiance puis de leur donner les outils pour y arriver. Puis encore là, la mesure du progrès est basée là-dessus. Tant qu'il y a du travail, on n'a pas d'Agile Tour. Le travail est là, il faut le faire. C'est aussi simple que ça. Puis, on essaie de cadrer ça avec des sous-objectifs pour voir après ça avec un rythme soutenu. Parce que ça aussi, ça vient avec un des principes de l'agilité. Avec un rythme soutenu, on est capable de se synchroniser régulièrement puis se donner des objectifs. Parce que c'est pas tout le monde qui a le même effort à fournir à chaque semaine. C'est pas tout le monde qui a le même nombre d'heures par semaine à donner comme bénévole. Donc, on laisse les gens s'organiser dans le travail, qu'est-ce qu'ils sont capables ou qu'est-ce qu'ils veulent donner dans une plage donnée. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour les prochaines 2 semaines? Ah, moi, je suis prêt à m'occuper de ça. Puis les gens, après ça, 2 semaines après, on voit qu'est-ce qu'on est en ligne pour notre objectif. Puis juste se rapprocher d'un objectif comme ça motive les gens. Puis, c'est sûr qu'on ne fait pas de rétrospective à proprement parler. Là, on est peut-être pas super bon sur le concept de faire des rétrospectives officielles. On fait des post-mortem souvent à la fin de l'Agile Tour. Mais c'est pas vrai que l'amélioration continue ne fait pas partie de notre quotidien. C'est-à-dire que comme François-Pierre disait tantôt, ça ne prendra pas de temps qu'il va y avoir une colonne urgente qui va apparaître dans le Trello. Parce que ça va se manifester à un moment donné, les gens se disent « Ah, il faudrait qu'on améliore notre tableau pour qu'on mette en évidence les urgences ou les dépendances. » Ça va se faire tout seul. On n'aura pas besoin d'avoir une rencontre où est-ce qu'on dit « Y a-t-il des choses qu'il faut qu'on améliore? » Non, les gens, quand ils vont le sentir qu'ils en ont besoin, ils vont le faire, naturellement. Puis, comme vous pouvez voir, c'est très simple. Hein? Puis l'agilité, c'est ça. Le lean, c'est ça. On veut alléger autant que possible nos outils, nos processus, nos manières de travailler. On veut garder ça facile. On veut garder ça agréable. On ne veut pas que ce soit lourd. On ne veut pas que ce soit pénible. On ne veut pas plein de rencontres. On veut le minimum. Puis on veut le plus rapidement possible voir des résultats parce que c'est ça qui motive les gens. Plus qu'on voit la progression, plus qu'on voit des réalisations, on voit un site web qui se construit, on est motivé, on est fier. Puis c'est ça qui fait que les gens ils continuent, puis qu'ils embarquent là-dedans, puis même qu'ils reviennent les années d'après. Puis on oublie aussi souvent le premier principe qui est de satisfaire le client. Je pense que c'est ce qui fait un des grands succès de l'Agile Tour à Montréal en particulier. C'est que le but ultime, c'est de satisfaire les participants, les conférenciers, d'offrir le plus bel événement possible pour les partenaires aussi, que tout le monde soit gagnant. Puis quand on dit tout le monde soit gagnant, là, on dit on veut que tout le monde puisse profiter de cet événement-là. Donc, notre but, c'est pas d'augmenter le prix du billet le plus haut possible pour faire des revenus. On veut que ce soit abordable. Donc, on veut que les gens en viennent. C'est pour ça qu'on grossit et qu'on essaie de faire de plus en plus d'espace pour ces gens-là, pour que les gens soient heureux de leur expérience. Puis, on met l'emphase sur mettre un contenu puis un programme de qualité.
puis une belle visibilité pour les différents partenaires avec qui on travaille pour qu'eux aussi aient leur parti pris là-dedans. Puis c'est grâce à ça que, au final, c'est un événement qui est juste de plus en plus charmeur et convoité dans l'industrie. Oui. Est-ce qu'il y a une place où c'est formalisé, là, c'est les objectifs d'un bon agile tour, qu'est-ce qu'on cherche? Puis que les gens ont comme un diplôme. Absolument pas. En fait, il n'y a pas un endroit où est-ce que ça dit la recette de l'Agile Tour. Là. Sans avoir de recette, mais tu sais, voici la mission. Ben, il y a une maison mère Agile Tour qu'on pourrait dire, qui est le agiletour.org. Elle s'occupe d'accompagner les nouvelles villes à travers le monde qui souhaitent organiser un Agile Tour. L'Agile Alliance aussi va des fois subventionner les villes qui veulent commencer et qui n'ont pas de budget. Donc, il y a déjà eu des villes, mettons, en Afrique qui manquaient de fonds, puis Agile Alliance a fourni un peu d'argent pour aider à l'organisation d'Agile Tour. C'est une OSBL aussi, c'est un organisme à but non lucratif, l'Agile Tour, qui est localisé en France. Donc, c'est eux qui ont commencé ça. Après ça, c'est un brand. Puis c'est un brand que nous, à chaque année, ils sortent un nouveau logo, une nouvelle version du logo que nous, on prend puis on fait l'Agile Tour en conséquence de ça. Mais on est devenu de plus en plus indépendant. Même qu'au début, ils fournissaient une plateforme. On était capable d'utiliser leur plateforme pour afficher notre Agile Tour. Puis pendant des années, on mettait notre information sur leur site web jusqu'au jour où on s'est dit, OK, on est capable de créer notre propre site web maintenant. Puis merci à vous, l'organisation parent. Mais à la place, on fait juste rediriger vers notre site web, puis tout le reste, on le gère localement. Tu sais, tu as énoncé des principes comme garder le prix des billets bas, augmenter le nombre de participants. Y a-t-il... Je peux pas. La réponse est probablement non, mais tu sais. Oui, en fait, il n'y a pas un Agile Tour de pareil. Ça, c'est important de le dire aussi, puis c'est peut-être pour ça que ça fait des curieux chez les autres Agile Tour de comment nous on fait ça, parce que, étant donné que c'est toutes des localités qui organisent leur propre événement, c'est sûr qu'il n'y en a pas un de pareil. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive souvent que, mettons, une nouvelle ville qui veut organiser son premier Agile Tour va écrire à une ville voisine pour dire « Hey, donne-moi, mettons, tout ton matériel sur l'organisation de ton événement, puis nous, on va s'en inspirer. » Ça a été vrai à Lausanne. Ils ont fait un Agile Tour. Ils nous ont demandé, pouvez-vous nous donner vos informations? On a tout donné notre drive. On a fait un copier-coller. On leur a donné ça. On a dit, prenez ce qui vous intéresse là-dedans. Puis même quand nous, on a organisé nos premiers Agile Tours, on s'est inspiré de villes voisines aussi. Puis là, d'ailleurs, ils font leur premier Agile Tour à Sherbrooke cette année. Donc, c'est comme ça que on s'inspire les uns des autres, mais on reste quand même authentique, puis ça fait qu'il n'y a pas un Agile Tour qui est pareil. Puis mais c'est ça. Mais il n'y a pas de gouvernance où est-ce qu'il faut absolument que les Agile Tours soient faits pareil. Puis c'est ça qui est beau aussi là-dedans, c'est que c'est les gens de ces endroits-là qui sont les mieux placés pour organiser un Agile Tour à l'image de leur ville aussi ou de leur auditoire. Ça répond à la question? Oui, en partie. Je peux pas insister, mais est-ce qu'au départ d'un Agile Tour donné, mettons comme cette année, là, à part des principes comme intrinsèques qui semblent être partagés par tout le monde, là, mais qui ne sont pas, est-ce qu'il y a une place où c'est formalisé? Je veux dire, nous, comme Agile Tour Montréal, là, on se donne comme mission cette année, je ne sais pas, là, augmenter ou garder le prix du billet le plus bas possible ou augmenter. Non, ça appartient vraiment à chaque ville. En fait, le démarrage d'un Agile Tour est vraiment motivé par les différentes localités. Nous, à chaque année, on peut se donner un objectif à nous. Comme, admettons, l'année dernière, on a commencé l'Agile Tour, on se disait, ici, on essayait d'atteindre 1000 personnes. Là, on se donnait un objectif comme ça. Ou, si on décidait de tomber paperless aussi. On décidait de prendre un virage vert l'année dernière. Donc, c'était un de nos défis. Donc, il y en a en gros des objectifs à chaque année. Oui, il y a des objectifs, mais c'est sûr que l'objectif, c'est toujours d'avoir un Agile Tour à chaque année, là, puis de satisfaire l'auditoire. Donc, on veut que tout le monde qui veut son billet puisse en avoir un. Donc,
Mais sinon, on se donne des petits objectifs secondaires comme ça pour toujours essayer de remettre la barre plus haute, puis d'innover, puis de suivre la demande, suivre aussi le marché. Donc, d'utiliser Slack, des idées, n'importe quand, tu sais voir, on essaie tout ça. C'est sûr que si c'est des idées qui peuvent changer radicalement l'événement, on va dire des idées pour l'événement d'après. C'est souvent comme ça qu'on va le faire. Mais si c'est des idées, mettons, il est trop tard, mettons, sur le plan de commandite, par exemple, là, on va le mettre dans un outil comme un Excel ou un mind map pour dire, pour l'année prochaine, voici les idées qui ont émergé, qu'on a eu après coup, on aurait peut-être dû le faire comme ça. Donc, voilà. Donc, miser sur la culture et sur l'adaptation. Le Inspect and Adapt, c'est incroyable à quel point que plusieurs êtres humains ensemble, c'est capable de faire plein de choses puis de s'entendre sur l'organisation de leur propre travail puis qu'à chaque année, ce soit différent, à quel point que les idées, les nouvelles idées en plus de chaque édition, ce que ça peut apporter comme créativité puis comme idée, comme richesse. Moi, je pense que c'est ça qu'on néglige peut-être souvent aussi dans nos organisations, dans nos projets. Nous, on l'a vraiment mis en valeur, on l'a leveragé à un point tel que ça a juste grossi à chaque année les Agile Tours. Puis on n'a pas eu peur, en fait. On n'a pas eu peur de se lancer des défis. Comme quand on est tombé un jour de semaine, ça nous a fait peur. Quand on est passé au Palais des Congrès, ça nous a fait peur. Pendant longtemps, on hésitait. On fait ça sur 2 jours, une journée. On n'a toujours pas osé tâter ce terrain-là du 2 jours au lieu d'une journée. Même des fois, de garder le prix très, très bas, des fois, c'est un stress de plus parce qu'il y a un équilibre à aller chercher financier. Fait que c'est tout le temps des défis comme ça sur c'est quoi le plancher et le plafond qu'on peut atteindre à chaque année. Mais je pense qu'on garde confiance, puis on suit aussi la tendance. On gère le risque à chaque année parce qu'on ne veut pas grossir de 500 personnes non plus à chaque année. Donc, on a bien géré le risque de cette manière-là pour garder une croissance stable, pour que chaque année, les défis qu'on amène, ce soient des défis qui soient calculés, puis qu'on n'essaye pas de faire plein de changements radicaux en même temps dans l'organisation de notre événement. Je laisse la parole à François-Pierre. Fait que dans tout ça, dans toutes un peu les pratiques qu'on a présentées ou patterns, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est la structure de l'équipe? Est-ce que c'est l'organisation du travail? Les outils? L'agilité? Possiblement, quand même, là-dedans, on n'a rien réinventé. C'est possiblement des outils, des manières de faire que vous utilisez dans vos organisations. C'est quoi vraiment la différence? Bien, oui, c'est les gens. C'est vraiment la composition des équipes, l'implication. Donc, parler le focus sur un objectif commun, rassembleur. C'est facile. Du début à la fin, on pense à une chose, à la journée même. C'est ça notre produit à livrer. C'est la journée du Agile Tour. C'est ce qui anime chacune de nos conversations, chacune de nos tâches. Tout est basé là-dessus. Une culture ouverte et transparente, c'est vraiment l'aspect clé. Ce serait facile de mener ce projet-là aussi en mode plus command and control ou en petits groupes fermés. Cet aspect-là est très important dans l'équipe. Puis surtout, l'engagement et la passion des membres de l'équipe. Quand tu as ça, à la limite, tu n'as plus vraiment besoin de chef. Tu n'as pas besoin de pousser les gens en demandent. Comme mentionné tout à l'heure, quelqu'un peut amener une nouvelle idée. Bien, souvent, quand quelqu'un amène une nouvelle idée, on dit, tu es intéressé à porter le dossier? Vas-y fort. Donc, il y a beaucoup de place à l'initiative. Donc, les gens peuvent se réaliser puis apprendre beaucoup dans le processus. Puis, le leadership. Chaque membre est un leader, puis je dirais l'équipe est composée de plusieurs leaders, ce qui fait en sorte, encore là, pas vraiment besoin de petits chefs, parce que tout le monde va ramasser la balle. Tu n'as pas besoin de dire aux autres quoi faire, parce qu'ils sont toujours là pour t'aider. Comment faire. Donc, la composition de l'équipe, ce qui anime les gens, leur engagement, c'est ça qui lie chacune de nos pratiques qu'on a développées, qu'on a améliorées avec le temps, mais le petit il vient vraiment de là. Donc, maintenant,
qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? On a parlé du Agile Tour. Ah, OK, c'est bien le fun, notre événement, mais pourquoi on a monté cette présentation-là aujourd'hui? Pourquoi on voulait le communiquer? C'est que essentiellement, on pense qu'il y a plein d'éléments là-dedans qu'on a appris, qu'on peut ramener dans nos organisations ou dans nos projets. Je dirais les patterns qu'on a mentionnés, ça peut se faire pour n'importe qui fait mettons, qui fait son propre pet project en dehors des heures du travail. Puis, qu'est-ce que vous, ici aujourd'hui, pouvez prendre et dire, OK, je ramène dans mon organisation demain matin? Bien, oui, on l'a répété des millions de fois déjà en une heure, c'est promouvoir la transparence. Rendre l'objectif clair et visible à tous, mais aussi le travail visible à tous. Ici, là, c'est pas juste, tu vois pas seulement le travail de ta petite équipe, tu vois le travail de ton organisation complet. Il est libre, il est ouvert à tous. Laissez les gens se regrouper en équipe et choisir leur dossier. Pas seulement choisir leurs petites tâches. Laissez-les se mettre ensemble. Qu'est-ce que ce serait une organisation où les gens pouvaient choisir leurs propres équipes de travail, pouvaient choisir les projets sur lesquels ils travaillent? Encore là, le payoff, l'avantage, un engagement plus grand, une contribution plus grande, les gens se réalisent plus. Optimiser l'utilisation des outils de collaboration en fonction des besoins de l'équipe, pas l'inverse. On ne veut pas que les gens soient esclaves de leurs outils, mais encore là, on a essayé des outils, on les utilise, ils fonctionnent pour nous. Tout à l'heure, on parlait par exemple de Slack, certains n'étaient pas familiers. C'est bon de savoir qu'est-ce qu'il y a, puis ça permet de faciliter tout ça, de faciliter la création. C'est pas facile de créer une culture quand 80% et plus du travail que tu fais ensemble, tu es à un endroit différent. Donc, utilisez-le, puis ça permet de rehausser la communication dans l'équipe. Jamais partir de zéro, réutiliser et bonifier. Ce qui est intéressant, chaque année, tu as des vieux loups qui reviennent à chaque fois, mais en même temps, on est passé à travers, on a des patterns, puis c'est quasiment plus facile pour nous de dire, on va refaire la même affaire que l'année passée. Fait que c'est là, ce qui est intéressant, c'est d'un côté, on a toutes les données, on a tout le passé, mais de ramener du nouveau sang dans l'équipe, des nouvelles personnes qui vont dire, OK, moi, je prends ça, mais regardez, vous pouvez faire ça tellement mieux. Puis, fait que c'est ça qui est intéressant chaque année, de voir des gens qui arrivent, qui prennent ce qui existe déjà, on dit, OK, voici la base, puis amenez votre ingrédient, amenez votre énergie, puis rendez ça meilleur encore. Donc, ça laisse beaucoup de place à l'innovation, le fait de, partir d'une base commune, mais de laisser l'opportunité à tous d'amener leurs idées. Puis finalement, ben oui, ça donne les conditions gagnantes pour faire émerger l'initiative et le leadership, ce qui vous permet, dans le fond, dans ce cas-là, tu n'as plus besoin de structure stricte, plus besoin de plan strict ou de chef qui donne des directives à tous. Bien là, tu as vraiment une équipe ou une organisation autogérée qui est capable de se dépasser, de se motiver puis de livrer des projets, des produits de grande qualité. Là-dessus, oui. Comme vous dites, quand on laisse les gens se regrouper en équipe et puis choisir leur dossier, j'imagine que je ne serai pas une analyse sur l'appel d'architecture. Dans un projet où il y a des rôles spécifiques, des spécialités, est-ce qu'on peut remonter à ça? Bien, pourquoi pas? Sur le bon projet, un analyste qui veut devenir, je veux dire, l'architecte qui n'est pas né architecte, il a appris son travail avec le temps, il y a un cheminement qui l'a amené là. Si quelqu'un manifeste son intérêt pour être architecte, pourquoi pas lui donner l'opportunité, puis peut-être de trouver le bon dossier au bon moment pour le faire, mais pourquoi pas? Je veux dire, s'il veut être architecte, s'il n'est pas architecte dans cette organisation-là, c'est quelqu'un de déterminé, il va l'être ailleurs. Fait que, je dirais souvent, c'est pourquoi pas créer ces opportunités-là, puis laisser les gens la possibilité d'apprendre et de se développer, puis c'est de penser quel va être leur niveau d'engagement envers l'équipe pour le futur. Pourquoi pas? Ne pas abandonner la personne. On a assigné le coach parce qu'il n'est pas architecte de formation, il ne peut pas devenir architecte du jour au lendemain. Tout le monde, on sait tous que dans notre projet, on veut livrer la valeur rapidement, donc il faut aller rapidement. Et ce monsieur-là, ce n'est pas une semaine, 2 semaines qu'il va apprendre à être architecte. Oui, bien encore là, ce qui peut être fait, puis c'est le fun, on peut s'inspirer des exemples ici. Gestion des connaissances. S'il existe déjà des documents d'architecture, des architectures qui ont été faits sur d'autres projets similaires auparavant,
le rendre visible, qu'ils partent pas de zéro, qu'ils partent de ça. S'il y a quelqu'un qui a été architecte un peu, je dirais, certaines personnes ici, on est un peu les vieux de la vieille, bien, OK, de le mettre autour, puis d'être là comme ressource pour dire, OK, tu as des bloquants, tu as des questions, tu as besoin d'aide, OK, il y a quelqu'un qui est là pour toi. Fait que je pense encore là, c'est des patterns intéressants qui peuvent être faits, puis encore là, c'est de penser, oui, il y a peut-être un risque à court terme, mais c'est peut-être un investissement qui peut payer très, très cher à long terme. Voilà. Fait qu'on vous remercie. Si vous voulez en savoir plus sur l'Agiletour, vous pouvez aller voir, si vous ne connaissez pas encore, les vidéos des conférences des années passées qui sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Agile Montréal. Les présentations de 2016 sont sur SlideShare. Et pour suivre qu'est-ce qui se passe sur l'Agiletour cette année ou les années suivantes, la page Facebook d'Agiletour Montréal. Et également, le tout nouveau site web, c'est juste un landing page pour l'Agiletour 2017 qui s'en vient le 30 novembre prochain. Est-ce que cette présentation est accessible? Oui, elle va être sur SlideShare plus tard ce soir. Voilà. Fait que là-dessus, on vous remercie, puis on espère que vous aurez l'occasion de...